Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter les travaux de thèse en fait de Monsieur Thibault Chaumeau que je co-encadre avec Dominique Yaudière du Synchrotron Soleil et Philippe Goudot de l'Université de Poitiers de Péprine. Donc cette thèse en fait se déroule dans le cadre d'un projet NACRE qui signifie Nouvelle-Aquitaine, cristallographie et rayonnement synchrotron. Donc, ce projet a pour ambition de structurer, d'organiser, de faciliter les liens entre la recherche en Nouvelle-Aquitaine et le synchrotron, notamment le synchrotron Soleil, que ce soit d'ailleurs la recherche académique avec toutes les universités de la Nouvelle-Aquitaine ou la recherche privée. Donc, cette thèse est financée en fait à moitié par le synchrotron Soleil et l'autre moitié par la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Je vais vous parler d'une étude des propriétés électriques et mécaniques de couches minces d'ITO déposées sur un substrat en polymère, donc un polyimide du Kapton. La machine de traction que l'on utilise biaxiale est représentée ici à droite très schématiquement. Et puis, les trois techniques dont je vais vous parler, qui nous servent à caractériser ce matériau, sont la diffraction des rayons X, la corrélation d'image numérique et la mesure de résistivité électrique. Donc, je vais tout d'abord commencer par vous présenter le contexte scientifique et puis le matériau, donc cet ITO. Ensuite, je vous présenterai en détail le dispositif expérimental qui est disponible pour tous les utilisateurs sur la ligne de lumière d'IFAPS. Et puis, je vous présenterai quelques résultats que nous avons obtenus sur une série d'échantillons qui présentent des microstructures différentes. Et je terminerai par quelques perspectives. Donc, tout d'abord, cet ITO, il appartient à la grande classe des oxydes transparents conducteurs. Donc, ce sont des matériaux qui allient deux propriétés qui sont la plupart du temps, deux propriétés physiques qui sont la plupart du temps antagonistes, donc une bonne conductivité électrique associée à une bonne transmission optique. Donc, sur le graphe de gauche, vous sont représentées toute une classe de matériaux, enfin différentes classes de matériaux, où vous avez de reporter la densité d'électrons en fonction de la mobilité des électrons. Donc, vous pouvez voir tout en haut, autour de 10,22, 10,23 électrons par centimètre cube, sont regroupés les métaux. Ces métaux ont une mobilité, enfin présentent des mobilités de leurs porteurs de charge qui sont plus ou moins grandes et qui peuvent leur conférer une très bonne conductivité, donc autour de 10 puissance 6 au moins 1 centimètre moins 1. En bas du graphe, vous avez deux semi-conducteurs les plus connus, le silicium et l'arsénure de gallium, qui peuvent aller jusqu'à 10-19, on va dire, électrons par centimètre cube, donc qui sont très fortement dopés. On peut leur associer à ces matériaux, une très bonne mobilité, et dans ce cas-là, on arrive à leur donner une conductivité électrique de l'ordre de 10 puissance 2 au moins 1 centimètre moins 1 ou 10 puissance 3. Et donc, entre ces deux catégories, les oxydes dont je vais vous parler, l'oxyde d'étain, l'oxyde d'indium et le mélange d'oxyde d'indium et d'étain qui arrivent à avoir un grand nombre de porteurs de charge. Donc, ce sont des semi-conducteurs dégénérés et qui arrivent à avoir des conductivités de l'ordre de 10 puissance 3, 10 puissance 4, au moins 1 centimètre moins 1. Alors, ces matériaux trouvent des applications notamment sur les téléphones portables ou sur des écrans, sur des vitrages fonctionnels, sur des panneaux photovoltaïques. Donc, on leur associe… Alors, ce qui est intéressant dans ces matériaux, c'est non seulement la conductivité électrique, mais leur très bonne transmission optique. Et en général, donc vous avez ici un exemple sur le graphe de droite pour l'oxyde d'étain, quand la résistivité diminue, eh bien, la transmission est moins bonne. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que quand on passe de 100 ohms d'une résistance carrée par carré de 100 ohms à 5 ohms, eh bien, on diminue la gamme spectrale de transparence. Donc, la thèse se situe plutôt dans l'évolution de ces matériaux, dans des applications dans tout ce qui est microélectronique flexible, voire même pliable.
Donc, ce que l'on fait dans la thèse, c'est on dépose des films minces d'ITO sur un polymère et puis on essaie de caractériser les propriétés électriques et mécaniques, avec comme objectif de voir les liens entre la microstructure et puis l'évolution de ces propriétés électriques, voire même optiques et mécaniques, avec un enjeu particulier sur une caractérisation assez fine des premiers stades d'apparition des fissures. Voilà, donc le matériau, comme j'ai dit, il s'agit d'un mélange d'indium, d'étain et d'oxyde. En fait, pour élaborer ce matériau par pulvérisation ionique, on part d'une cible qui présente un mélange d'oxyde d'étain et d'oxyde d'indium dans des proportions 90-10, qui sont les proportions dans lesquelles la combinaison transparence et conductivité est optimum. Et donc, si tout se passe bien, si on fabrique une structure cristalline, elle sera de structure cubique et dite Bixby. Donc, vous avez une représentation en bas à gauche. Alors, dans ce cas, le matériau présente un gap de l'ordre de 3,5 eV, donc il est transparent dans le visible. Et le grand nombre de porteurs de charge, comme j'ai dit, c'est un semi-conducteur dégénéré qui peut présenter 10 puissance 20, 10 puissance 21 électrons par centimètre cube. Ces porteurs de charge sont apportés d'une part par les ions d'étain qui se placent en substitution dans le matériau, mais aussi beaucoup par la présence de lacunes d'oxygène, donc qui apportent un grand nombre d'électrons avec un niveau de Fermi qui est juste en dessous de la bande de conduction et qui élargit la bande de conduction. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant le dispositif expérimental en détail. Donc, vous avez ici la machine de traction biaxiale qui nous permet de réaliser les essais mécaniques. Elle est dans l'environnement synchrotron, sur la ligne de lumière d'IFAPS. On la voit ici un petit peu en plus gros, avec les rayons X donc, qui sortent du tube, en bas à droite, qui viennent irradier l'échantillon qui est situé au centre de l'éprouvette cruciforme, que vous voyez ici avec une vue de dessus. Et on récolte ici l'intensité diffusée par les rayons X à l'aide de détecteurs 2D. En dessous de l'éprouvette, donc on voit ici, avec la vue de dessus, on voit l'objectif d'une caméra CCD qui permet de prendre des photos à l'arrière. Voilà. Alors, cette machine est constituée de 4 moteurs qui peuvent être pilotés indépendamment ou par couple. Donc, c'est le procédé l'on utilise le plus, le pilotage en couple par opposé, donc qui permet de tirer sur l'éprouvette cruciforme dans les deux directions, X et Y. Alors, si on tire à une force à peu près égale, on va dire, dans les deux directions, on est censé faire un essai de déformation équibiaxiale, comme ce qui est représenté ici en haut. On peut aussi faire tout un tas de chemins mécaniques. Donc, par exemple, décider de faire un chemin de déformation uniaxial en déformation. Donc, ça consiste à tirer fortement dans une direction, par exemple 1,3, et puis à tirer moins fortement dans la direction 2,4 pour compenser l'effet poisson dans l'autre direction. Et on peut arriver comme ceci à réaliser un chemin de déformation uniaxial en chargement. Alors, on peut faire un chargement suivi d'un déchargement, ou encore des chemins un petit peu carrés comme ça, où on charge fortement dans une direction. Donc, comme j'ai dit, on tire fortement dans une direction, moins fort dans l'autre pour compenser l'effet poisson. Et puis, on inverse les deux directions. On tire plus fortement dans la deuxième direction et moins fortement dans l'autre pour tirer cette fois-ci selon la direction Y. Et on peut s'amuser à faire un cycle comme ça et enchaîner les cycles en augmentant ou non la force. Alors, tout en faisant ça, on prend des clichés de diffraction de rayons X en continu. On utilise donc un détecteur 2D, le S140 souvent, qui est disponible sur la ligne de lumière d'IFAPS. À partir de ce cliché 2D, on remonte à des diffractogrammes classiques, où on a représenté l'intensité en fonction de θ. Sur ce diffractogramme, on repère les deux pics qui, en l'occurrence, nous intéressent, nous, dans le cadre de cette étude. Donc, le pic 222 de l'ITO et le pic 400. Et donc, on essaie de suivre le déplacement de ces pics de Bragg
au cours d'un chargement. Donc, vous avez ici une illustration du déplacement du pic de Bragg au cours d'un chargement. Et donc, via le déplacement du pic de Bragg, on peut remonter à la déformation que subit le film ou la contrainte si vous utilisez les coefficients d'élasticité. Comme je l'ai dit, on a une caméra CCD à l'arrière du film qui permet de prendre des photos de façon continue de l'arrière. Et grâce à un mouchetis que l'on a déposé au préalable sur l'arrière de l'éprouvette, eh bien, on peut, en utilisant un logiciel de corrélation d'images numériques, mesurer la déformation au centre de l'éprouvette, donc celle qui est appliquée en fait au film mince et qui correspond évidemment, bien évidemment, à l'endroit où on réalise aussi les mesures de diffraction des rayons X. On a ensuite greffé là-dessus une mesure des résistivités électriques 4 pointes in situ, donc qui consiste tout simplement à injecter le courant entre 2 pointes et à mesurer la tension dans les 2 pointes opposées. Alors, si vous faites un petit logiciel de pilotage LabVIEW qui vous permet de gouverner le Ketley, vous pouvez réaliser tout un tas de mesures entre tous les points, inverser le sens du courant, et ceci vous permet d'éliminer un certain nombre d'erreurs, notamment liées à la résistance des fils de cuivre, à la résistance de vos plots de contact, ou tout un tas d'autres erreurs de mesure, qui vous permettent, en résolvant l'équation de Van der Pol, que vous avez ici en haut, d'obtenir la résistance par carré de votre film. Et si vous connaissez l'épaisseur de votre film mince, vous obtenez directement la résistivité électrique. Voilà en détail le dispositif expérimental. Donc, je vais vous présenter maintenant ce que l'on obtient sur des essais de déformation équibiaxiale sur des films d'ITO de 400 nanomètres d'épaisseur. Donc, voilà une illustration d'un essai de déformation équibiaxiale. Alors, quand je dis équibiaxiale, c'est qu'on a appliqué le même déplacement des morts dans les deux directions que j'ai évoquées précédemment, donc les deux branches de l'éprouvette cruciforme. Et comme vous pouvez le voir, la déformation mesurée par corrélation d'images numériques n'est pas tout à fait la même dans les deux directions. C'est tout simplement lié à une légère anisotropie mécanique des feuilles de polyimide qu'on utilise pour fabriquer nos éprouvettes cruciformes. Donc, vous avez cette déformation mesurée en fonction du temps et vous avez un chargement, déchargement. Donc, on peut venir greffer sur ce même, ajouter sur ce graphe la déformation que l'on mesure par diffraction des rayons X. Alors là, ici, en l'occurrence, on ne bougeait pas la machine, on mesurait uniquement, on va dire, les plans parallèles à la surface. Donc, on obtenait uniquement la déformation dans la direction transverse, dans la direction perpendiculaire à la surface. Pardon. Donc, la déformation que je vais appeler epsilon zz, qu'on peut appeler la déformation hors plan. Donc, vous l'avez ici en bas, celle mesurée par rayons X, pour deux tâches de Bragg, les tâches 222 et 400. Alors, cette déformation est évidemment négative, puisque quand on allonge, quand on déforme dans le plan le film mince, on l'allonge, il se contracte dans la direction perpendiculaire. Donc, on mesure bien quelque chose de négatif. Jusque-là, tout va bien. On mesure aussi le fait que, on remarque surtout le fait que la tâche 222 et la tâche 400, tout le long du chemin de chargement et de déchargement, on obtient des valeurs légèrement différentes. Donc, si vous prenez par exemple ici une déformation à 0,5%, vous voyez que la déformation sur les plans 400 est plus faible que la déformation mesurée sur les plans 222. Donc, ceci reflète le fait que la direction 400 est plus rigide que la direction 222. Alors, dans le cas des matériaux cubiques, ces deux directions, HHH et H00, ont celles qui ont le comportement élastique extrême et donc qui permettent de mesurer le plus grand écart entre les deux. Et là, on peut voir que dans ce cas, on a un coefficient d'anisotropie élastique, donc ce qu'on appelle un coefficient de Zener, qui va être plus petit que 1
puisque la direction 4,0,0 est plus rigide que la direction 2,2,2. Et enfin, on vient greffer sur ce type de graphe, ajouter en rouge l'évolution de la résistivité électrique au cours du temps. Donc, on peut voir ce qui se passe au cours du chargement et puis ensuite au cours du déchargement. Alors, cette fois-ci, la résistivité électrique ne peut pas être placée à la même échelle. Vous pouvez noter qu'on a un gros changement d'échelle. Les variations de résistivité électrique sont énormes. Donc, on peut comparer du 1% par rapport à, vous voyez, ça a été multiplié par 1500 ici. Donc, si je regarde en détail ce que l'on a obtenu, si je trace la déformation de réseau, la déformation obtenue par rayons X en fonction de la déformation macroscopique, on peut remarquer qu'on a un premier domaine de déformation linéaire, donc qui pourrait correspondre à un régime élastique. Dans le même temps, la résistivité électrique semble ne pas évoluer. Alors, si on fait un zoom de cette partie-là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a en fait une évolution. Il y a même deux comportements totalement différents sur tout ce régime, de 0 à 0,8%. Donc, on peut voir qu'il y a une première partie dans laquelle la variation de résistivité électrique est linéaire, avec une pente légèrement négative. Et puis ensuite, on a une très forte augmentation de la résistivité électrique quand on continue à déformer. Et ceci se reflète par la présence de micro-fissures dans le film mince. Alors, l'autre point est que le facteur de jauge, qui est la variation de résistance en fonction, qui traduit le facteur de la variation de résistance en fonction de la déformation, ce facteur de jauge ici dans ce matériau est négatif. Alors ensuite, après 0,8%, on voit aussi un changement de régime en ce qui concerne la déformation mesurée par rayons X en fonction de la déformation macroscopique. Et ce changement de régime est lié, à ce changement de régime dans les rayons X est associé à une très forte augmentation de la variation de résistivité, et ceci est attribué à la propagation de fissures qui permettent évidemment de faire des chemins bien plus complexes pour le parcours des électrons, et en même temps d'avoir une zone, un volume dans le film mince, un volume non négligeable de parties de film mince qui sont au voisinage des fissures et donc pour lesquelles la déformation ou la contrainte est relaxée. Ensuite, quand on décharge, eh bien, on récupère assez rapidement la résistivité initiale, ou au moins à cette échelle-là. Et dans le même temps, la déformation rayons X revient au niveau de la partie linéaire que l'on avait au cours du chargement. Donc, les deux présentent une hystérésis. Et enfin, une fois que les fissures se touchent et sont refermées, eh bien, on retrouve à peu près la pente initiale. Voilà. Alors, pour souligner la différence entre un matériau fragile et un matériau ductile, je vous ai représenté ce qui se passe quand on oppose à notre ITO un matériau comme du cuivre. Donc, vous avez ici le même type de chargement que je viens de vous décrire pour l'ITO, réalisé sur un film de cuivre de 50 nanomètres. Donc, en gros, un chargement, déchargement et biaxial jusqu'à environ 1%. Donc, vous pouvez voir en rouge que, contrairement à ce qui se passe pour l'ITO, la résistivité électrique a un comportement qui est à peu près linéaire tout le long de l'essai et qui ne varie que de quelques pourcents, à opposer aux 1500%, et qui revient à peu près à zéro, exactement comme ce qui se passe ici. Deuxième remarque, quand on rajoute là-dessus les rayons X, si vous observez la déformation pour les plans 2,2,2 et 4,0,0 pour le cuivre, il y a un écart entre les deux tâches qui est bien supérieur à celui qu'on obtient pour l'ITO. Donc, vous avez à peu près un facteur 3. Et cette fois-ci, c'est la tâche 2,2,2 qui est bien plus rigide que la tâche 4,0,0. Et autre remarque que l'on peut faire, autre différence entre ces deux matériaux,
c'est que quand vous regardez ce qui se passe au niveau diffraction des rayons X, quand on décharge, on revient assez rapidement à une valeur de déformation appliquée nulle, d'un point de vue de la diffraction des rayons X. Et quand on continue à décharger, hein, le substrat, je ne l'ai pas précisé, mais il est toujours dans son domaine élastique, au centre. Donc, il cherche à revenir à sa longueur initiale, et il entraîne avec lui le film mince, et donc il lui applique une contrainte de compression très forte dans le cas du cuivre, alors que vous pouvez voir que dans le cas de l'ITO, il n'a subi aucune déformation plastique, et donc quand on décharge, eh bien, on revient en fait même pas à la longueur initiale, hein, on ne passe jamais dans le domaine de compression, et si on ne revient pas à la longueur initiale, c'est parce que en fait, le polymère lui-même ne revient pas à la longueur initiale, parce qu'on a très fortement déformé autour des congés. Voilà, alors, il me reste 5 minutes. Je vais vous présenter ce qui se passe pour différentes microstructures que l'on a réussi à fabriquer sur les machines de dépôt, ici au laboratoire. Donc, si on dépose, les films minces sont déposés sur nos substrats grâce à des méthodes de pulvérisation ionique, donc dans lesquelles on peut contrôler l'ion de pulvérisation et l'atmosphère ambiante. Donc, en l'occurrence, ici, on a choisi l'ion argon et l'ion xénon, et on a créé des dépôts dans une atmosphère sous flux d'oxygène et sans la présence d'oxygène. Alors, ceci change complètement les conditions de dépôt, comme vous pouvez le voir ici, hein, dans ce tableau, où j'ai réuni quelques caractéristiques propres aux pulvérisations aux ions argon ou xénon. Donc, vous pouvez voir que tout d'abord, le nombre d'ions rétrodiffusés est totalement différent entre les deux. Vous en avez à peu plus de 2 fois plus dans le cas de l'ion argon. Et en outre, ces ions qui sont rétrodiffusés sont 4 fois plus énergétiques dans le cas de l'argon que dans le xénon. Donc, en gros, on peut dire qu'au cours du dépôt, au cours de sa croissance, le film mince subit une certaine assistance dans le cas des ions argon. Et on peut aussi noter dans ce tableau que les énergies des ions, des atomes qui arrivent sur le substrat sont environ 50% plus grandes dans le cas de l'argon que dans le cas du xénon. Alors, tout ceci conduit à des microstructures différentes qui sont révélées par le diffractogramme, les diffractogrammes que vous voyez ici. Donc, le matériau dont je vous avais parlé jusqu'à présent est le bleu, hein, c'était de l'argon avec un mélange d'oxygène qui présentait un pic 2,2,2 très fort et un pic 4,0,0 à peine visible, donc qui présente une texture 2,2,2. Si on enlève l'oxygène, on peut voir qu'on obtient le diagramme de diffraction en rouge, et qui en fait reproduit bien ce que l'on attend pour un matériau polycristallin, enfin présentant une texture isotrope. Si on passe maintenant à l'ion xénon, on obtient plutôt une composante de texture 4,0,0 majoritaire. Et si on rajoute de l'oxygène avec de l'ion xénon, on peut voir que les pics sont à peine distinguables, hein. On a un taux de cristallinité qui est totalement différent. Et on peut même ici voir que le fond continu entre les deux pics est plus élevé. On l'attribue à la présence de diffusion liée à la partie amorphe du film mince. Voilà, donc tout ceci conduit à des propriétés électriques et optiques qui sont totalement différentes. Donc, si vous réalisez la transmission dans la gamme entre, on va dire, 400 et 2000 nanomètres, vous pouvez voir que quand on réalise les dépôts avec un flux d'oxygène ici ou sans flux d'oxygène, que ce soit pour le xénon ou l'argon, on réalise des matériaux qui sont transparents ou opaques. C'est très bien illustré par ces simples photographies de 2 exemples. Vous avez ici à gauche une photo de notre film mince avec à l'arrière un néon que l'on voit à peine. Donc le matériau est relativement opaque. Ça correspond au rouge ici. Et par contre, ici, pour voir le matériau, on a été obligé de vous dessiner un carré avec des pointillés, hein, qui permet de voir où est le matériau, tellement il est transparent. Donc, ceci conduit non seulement à des propriétés optiques totalement différentes, mais aussi à des propriétés électriques. Alors, je vais accélérer parce que je vois que le temps s'écoule.
Donc, si on réalise les essais de déformation in situ, je vous ai présenté les résultats rayons X pour ces 4 matériaux, pour les 2 taches de bras que j'ai évoquées précédemment, la 222 et la 400. Alors, si le matériau était parfaitement élastiquement isotrope et si la déformation était transmise intégralement à travers l'interface film-substrat, on devrait obtenir les pointillés noirs. Donc, vous pouvez voir que c'est quasiment le cas pour tous les matériaux dans le domaine élastique, qui est confiné ici. Le matériau qui présentait une légère anisotropie est celui élastique et celui que j'ai évoqué précédemment. Vous pouvez voir que la tâche 400 et la tâche 222 sont réparties de part et d'autre des pointillés, alors que pour les 3 autres matériaux, le matériau peut être considéré comme isotrope d'un point de vue élastique. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau résistivité électrique, eh bien, on peut voir que quand on a élaboré le matériau avec du xénon, on a un comportement donc élastique, linéaire, on va dire, de la résistivité, puis ensuite une augmentation brutale assez rapide qui révèle la présence de fissures. Par contre, pour le matériau élaboré avec le xénon, eh bien, la présence, l'augmentation de résistivité électrique apparaît pour des déformations appliquées bien plus grandes, et donc le matériau est bien plus résistant d'un point de vue mécanique. Et donc, pour terminer, j'ai voulu vous montrer au travers de ces quelques planches que on pouvait utiliser un dispositif de mesure des propriétés électriques et mécaniques de film mince sur des substrats en polymère, que ça donnait des mesures très précises. Donc, on arrive à avoir des déformations de l'ordre de quelques 5-10.5 près. On mesure vraiment des toutes petites évolutions de résistivité électrique et ça nous permet de bien mettre en exergue l'initiation d'apparition des fissures dans ces films minces et de mesurer très précisément les facteurs de jauge. Donc, grâce à ces types de mesures, on peut aussi aller vers des mesures de matériaux qui ne sont pas isotropes d'un point de vue mécanique et d'un point de vue électrique. Donc, c'est ce qui est prévu dans la thèse, de réaliser des mesures sur des films minces qui sont eux-mêmes fortement anisotropes d'un point de vue mécanique et électrique. Et on a aussi réussi à placer à l'intérieur de la machine de traction un four en tonne part qui nous permet de réaliser in situ non seulement des essais mécaniques, mais des recuits. Voilà, je vous remercie pour votre attention.